Sainte Apollinaire est celle que nous célébrons aujourd'hui, ce 9 février 2022. Alors nous souhaitons bonne fête patronale à Sainte Apollinaire ainsi qu'à tous ceux qui se prénomment Apolline, Apollinaire, Apollo. On vous souhaite bonne fête patronale. Bonjour et bienvenue mesdames, messieurs à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette émission. Vous le savez, cette semaine nous sommes installés à Manéga. À Manéga, nous vous faisons visiter bien sûr le musée de la dendrologie au musée de Manéga, dont le promoteur est l'homme culturel, homme aux multiples casquettes, donc maître Frédéric Titenga Passeri, que vous entendrez aujourd'hui en début d'émission. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachida Sadzango que nous retrouverons d'ici là. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons sur ce plateau la Ligue nationale des arabophones du Burkina avec Dr Ganame Omarou et Dr Abdoulaye Koté. Nous allons parler des difficultés justement de l'enseignement arabophone, mais nous allons parler également de leur sortie médiatique du 3 février dernier pour apporter leur soutien à la junte militaire au pouvoir et surtout aussi plaider pour leur doléance. Et dans la rubrique questions de droit aujourd'hui avec Maître Abdourahim Sawadego de Juristes sans frontières, nous nous intéressons au thème de l'avortement autorisé au Burkina Faso. Alors installez-vous confortablement. Voici pour le menu de ce jour. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique à la découverte du musée de Manéga. Cette semaine, c'est Manéga qui nous accueille pour la visite. Nous sommes installés précisément au musée de la dendrologie, au musée de Manéga. Il faut rappeler que le principal site justement de Manéga reste le musée de la dendrologie. Le promoteur de ce musée est l'homme aux multiples casquettes, maître Frédéric Titenga Passeri. Il faut rappeler qu'il est Naba Panantougri, donc chef traditionnel de Manéga. Il est également avocat, auteur, écrivain, homme de lettres tout simplement. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter le témoignage de Maître Frédéric Titenga Passeri. Il nous parle justement des origines des ressortissants de Manéga et il nous parle de ce musée. On y va et on revient pour la suite. Pour la petite histoire, on a ce Zida de Nabazidouende, mais ils ont eu un autochtone qui les a accompagnés. C'est un Niniga qui les a accompagnés, un féticheur. Et ce féticheur, c'est un Niniga. Et son fétiche avait dit qu'Ouvri aurait les terres, mais en venant, il faut qu'on ramène un homme que lui, il va égorger sur sa colline de Sadaba, c'est à 25 km d'ici. Il paraît que Ouvri a marqué son accord. Mais quand ils ont eu les terres, ce qu'on m'a dit, ça vaut à peu près 100 km à l'intérieur de l'actuel Mali. En revenant, et sur la route, ils disent que ceux qui sont dans l'actuel Mali, ils allaient retirer les terres. Ils arrivent dans une zone où il n'y avait personne. Ils ont mis les Tansoba de ce Nabazida. Et le 8e Moronaba a décidé d'en faire de ce lieu-là une ville. C'est la ville de Yako. C'est pour ça que vous avez les Zida, les généraux Zida et les hommes de presse Zida qui sont de Yako. Ce sont les Tansobondamba de ce Nabazida. Et ils sont arrivés dans un village, c'est ici, le village s'appelait Sopiga. Et le féticheur a vu les puits, tous creusés par les Nimissi. Il dit, ces puits Nimissi, c'est notre groupe ethnique, je ne suis qu'à une journée de marche. Donc, préparez l'homme que je vais aller égorger sur la colline. Et Zida, homme de paix, a dit, pas question d'égorger quelqu'un. Ouvri a dit, moi aussi je ne veux pas qu'on égorge quelqu'un. Et donc, Ouvri a dit à Zida, parce que le féticheur dit que lui ne peut plus retourner sur la colline, sa colline va le tuer. Comme il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas égorgé quelqu'un. Et donc, Ouvri dit, Zida, résiga Manéga. Zida prend cette terre, fait la prospérer. Le village qui s'appelait Sopiga
a pris le nom de Prospérer. Prospérer, ça veut dire Manega. Voilà l'origine du nom Manega. Et le fameux féticheur qui devait égorger quelqu'un ne pouvait plus aller sur sa colline. Il est resté et c'est le premier chef de Manega. Eh bien, je suis le 32e chef de Manega, c'est-à-dire que c'est mon ancêtre. Contrairement à ce que tout le monde pense, Maître Passerelle n'est pas un Moussi. Malgré ses 3 cicatrices, Maître Passerelle est un Niniga. Et des groupes qui étaient là avant d'arriver des Mossé. Donc, voilà l'origine et les peuples qu'ils ont intégrés. Parce que notre culture nous interdit le racisme. Notre culture interdit qu'on dise qu'un tel est Peul, un tel est Samo, un tel... C'est notre culture qui interdit. Notre culture nous impose, nous sommes tous frères d'un même créateur. La religion ne peut pas nous diviser. La preuve, si vous allez à Ouagadougou à la sortie du vendredi, mais vous avez le Bankougou Tensoba avec son bois fourchu, ses fétiches, à cloche et tout, qui est là. Mais vous avez le Balou Naba, qui est le détenteur de la religion, de la spiritualité même du Mogo Naba. Et le fameux masque Mowango, dont les principes sont à Ouagadougou, c'est dans la cour du Balou Naba. Donc le Balou Naba, avec la religion traditionnelle, est à côté du Bankougou Tensoba. Mais vous verrez également, tolérance, que le grand imam de Ouagadougou, depuis le Mogo Naba Roulgou, est là à la sortie du vendredi, même s'il n'est pas là, c'est sa délégation qui est là, pour faire le doigt. C'est pour dire que dans notre culture, il n'y a pas de division ethnique, il n'y a pas de division régionale. Que si nous prenions la culture comme base de rencontre, de cohésion sociale, nous allons beaucoup réussir. Sinon, par la force, par les armes, nous allons pouvoir dominer. C'est sûr. Mais ça risque de ne pas être définitif. Alors que si les cœurs s'unissent, c'est absolument définitif pour la cohésion sociale. L'homme qui s'aime aime tous les autres hommes. La preuve, dès que j'ai construit le musée, il y a 3 habitats traditionnels que j'ai fait construire. Habitat personnel, privé, vous avez l'habitat Bobo qui est dans le musée. Vous avez l'habitat Sénufo qui est dans le musée. Vous avez l'habitat Peul qui est dans le musée. Donc j'ai mis tout ça pour expliquer ce qu'est chaque groupe ethnique avec sa culture. Par exemple, l'habitat Sénufo. Vous avez tout également là-bas. Et c'est pour qu'on puisse se connaître et qu'on puisse s'aimer. Un autre habitat qui est là-bas, c'est l'habitat Kassena. Et ce sont les Kassena qui ont quitté et qui sont venus à Manega construire. Le dernier habitat, c'est l'habitat du Gourmou. Ce qui fait qu'à partir du musée, nous devons et nous allons connaître la culture des peuples du Burkina Faso, disons de l'Afrique. Et à partir de là, nous pourrons vraiment créer l'unité et l'entente. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Maître Frédéric Titenga Passerelle, homme de lettres, avocat. Il est justement écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Et puis bien sûr, Naba Panantouri de Manega, donc chef traditionnel et surtout le promoteur du musée de Manega que nous visitons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Alors nous vous invitons à Manega. Allez-y, faites-y un tour pour justement visiter ce musée. Pour la suite, nous allons faire le tour de l'actualité nationale mais internationale à travers la revue de presse. Et pour ce mercredi, nous sommes avec Rachid Assad Zongo pour la revue de presse. Bonjour Rachid. Bonjour Abzeta et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors avec toi, c'est sûr que nous aurons les unes des journaux papier et puis bien sûr de la presse en ligne. On va essayer. On y va. Merci Abzeta. Alors déjà pour ce qui est des journaux,
le premier journal qui nous entretient, c'est Le Quotidien. Et à sa une, on peut lire « Financement des projets de développement local par les PTF » pour parler des partenaires techniques et financiers. Tout dépendra de la position et de l'orientation des nouvelles autorités. Un entretien que vous pourrez lire en intégralité à la page 10 du journal Le Quotidien du jour. Autre sujet, et c'est à la page 4, on parle du procès Thomas Sankara et il est titré « 30 ans de prison requis contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. 20 ans de prison requis contre Gilbert Diendéré. » Autre sujet, élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition, la commission technique installée, c'est-à-dire à la page 6. Et puis, une page en avant, c'est la page 5. Il est confié, les étalons à Kosiam, vous nous avez donné beaucoup de joie, vous nous avez aussi donné beaucoup de déception. Propos de lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de l'État. Un autre journal Abzeta, nous sommes avec l'Observateur Palga présent. L'Observateur Palga dans ses titres à la page 5, communication présidentielle, marchons au pas des militaires. 3 points de suspension. Je pense que c'est la rythmique pour cette chanson Marchons au pas des militaires. Donc, pour en savoir davantage, vous pourrez lire la rubrique Les humeurs de Bari, voilà, relativement à ce sujet. Autre sujet à la page 2, réquisition, procès Thomas Sankara, 30 ans contre Blaise et Hyacinthe, 20 contre Gilbert. Débâcle des étalons, Saint-Valentin, attention au syndrome du cœur brisé. Ainsi titre l'Observateur Palga. Et pour en savoir davantage, la page 6 vous entretient. Autre sujet, et on parle Cannes 2021. Les étalons reçus par le président Damiba, ma vision du jeu, côté vestiaire. Des sujets à parcourir aux pages 3, 15 et 16 de l'Observateur Palga du jour. Présidence du Faso, les anciens ministres sommés de remettre leur véhicule. Et puis, pour achever, c'est à travers la rubrique Regard de l'Observateur Palga du jour, précisément à la page 5, un avant-goût du verdict, interrogation posée pour en savoir davantage. Je vous l'indiquais, la page 5 de l'Observateur Palga du jour vous entretient. Nous poursuivons avec cette fois-ci Sidoya. Sidoya, dans ces titres, on peut lire élaboration de l'agenda de la transition, la commission technique officiellement installée. Et puis réquisition du parquet au procès Thomas Sankara, 30 ans de prison contre Blaise Compaoré, 20 ans contre Gilbert Diendéré. Dans sa rubrique Murmure, ou du moins son murmure, Sidoya nous apprend à pied là, dans la Yaya, des morts dans un affrontement de partisans de chefs coutumiers. Et puis toujours dans la même rubrique, plus de 100 pylônes détruits. Solenzo, il rédige un faux PV, un procès verbal donc, pour faire partie de la délégation spéciale. Les étalons à Kosiam, le 11 national invité à se remettre vite au travail. C'était les titres pour ce qui est de Sidoya. Le pays, quant à lui, nous apprend, et déjà pour sa rubrique Révélation, délégation spéciale au Sahel, la mise en place suspendue. Coup d'État au Burkina et en Afrique, de la nécessité d'une gouvernance adaptée aux besoins des populations. Toujours avec le pays du jour à la page 2, procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 30 ans de prison ferme requis contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. Bassolma Bazier, à propos des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, confie, je cite, « Il faut que l'on arrête d'organiser l'assassinat des peuples ». La page 17 vous donne l'intégralité de ces propos. Obésité, quel risque pour les enfants? Interrogation posée et réponse à lire à la page 20 du journal Le Pays du jour. Abzeta, le journal qui nous entretient à présent, c'est Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, nous titre 30 ans requis contre Blaise Compaoré jugé in absentia. Le tribunal embouchera-t-il le réquisitoire du parquet militaire? Interrogation posée pour en savoir davantage. La page 4 vous entretient. À la page 12, l'autorité nationale burkinabé, 3 parieurs de Bobo du Lasso se partagent plus de 111 millions. Procès Thomas Sankara, le parquet militaire requiert 30 ans de prison contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando et 20 ans contre Gilbert Diendéré. Transition au Burkina, les membres de la commission technique d'élaboration du projet de texte et de l'agenda installé. Burkina Faso, le PF enjoint les ex-ministres de restituer les résidences, voitures et matériel de l'État.
expulsion de l'envoyé spécial de Jeune Afrique du Mali. La dernière manchette consacrée à Goïta, y est-elle pour quelque chose? Eh bien, réponse à la page 3 de Aujourd'hui au Faso du jour. Dernier sujet, dernier titre pour Aujourd'hui au Faso, lever les sanctions contre le Mali. L'ISPM adresse un message aux autorités de la CEDEAO. Abzeta, on fait escale du côté de Bobo Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins avec l'Express du Faso. Ce journal nous parle des délégations spéciales dans le Houé et il est confié les propos de Lamine Soulama au commissaire. Et je cite, « Nous voulons des gens capables pour la construction de la commune. » Ce sont les propos de Lamine Soulama au commissaire du Houé. Dans sa rubrique Autant le dit, l'Express du Faso nous confie, « S'il y a des sorciers et des sorcières, il faut les chasser. » Voilà, c'est l'Express du Faso qui le dit. Solution fondée sur la nature, les acteurs du bassin de la Volta renforcent leurs capacités. Procès Thomas Sankara, voici les réquisitions du parquet. Et puis tribune, Shogel Kokala Maïga, il est temps d'arrêter d'accuser les autres. Faux projet de lotissement dans l'arrondissement 4 de Bobo, le président CVD, l'adjoint financier et les 50 millions de francs CFA. C'était ce que nous apprenait à sa une l'Express du Faso. Abzeta, on achève, on va dire, pour ce qui est de la revue de presse du jour, avec l'information hors de nos frontières. Et le premier pays qui nous entretient, c'est la Côte d'Ivoire. Et là-bas, on apprend que le pays reçoit, ou du moins ça a reçu la visite du chef d'état-major français. Au Sénégal, environ 50 millions de francs CFA comme prime et des parcelles de terrain à Dakar et à Diamniadio pour les Lions de la Teranga, un geste de l'État sénégalais pour service rendu. Au Mali, le président russe Vladimir Poutine explique que l'État russe n'a rien à voir avec la société Wagner. Libéria, Monrovia réclame à l'Union africaine une force africaine contre toute déstabilisation. Au Nigeria, on apprend qu'un incendie est survenu sur un navire pétrolier, occasionnant 3 morts, 3 rescapés et 4 disparus. En Libye, saisie de plus de 300 plaquettes de cannabis à l'effigie de Vladimir Poutine. Au Togo, avant-projet de loi sur séjour, circulation et établissement des étrangers. Pour achever, au Burundi, on apprend que l'Union européenne a levé ses sanctions. Voilà ce que l'on pouvait avoir comme information à partager, à la fois pour les journaux, mais également l'actualité hors de nos frontières. Merci à toi. Retour au Burkina Faso pour commencer la phase commentaire. Et nous nous intéressons au procès Thomas Sankara qui s'est poursuivi hier avec notamment les réquisitions du tribunal militaire. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces quelques réquisitions? Tout à fait. Et ce qu'il faut préciser, c'est que, comme tu l'as dit, le procès s'est poursuivi hier, toujours du côté du palais, ou sinon de la salle des banquets de Ouaga 2000, où bien sûr se tient le procès. Et nous sommes à la phase des réquisitions que le tribunal militaire a enjoint, on va dire, à la majeure partie des personnes accusées dans le procès Thomas Sankara. Et là-dessus, la plupart des journaux, on a pu le constater, ont cité, notamment pour les accusés principaux, à la personne de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré et Yacet Kafando. Je me permets de revenir rapidement là-dessus, citer un certain nombre, on va dire, d'acteurs concernés par ces réquisitions-là. 30 ans, c'est ce qui est requis pour Yacet Kafando et Blaise Compaoré. 20 ans pour ce qui est du général Gilbert Diendéré. Merci à la régie de nous accompagner dans ce sens. Le parquet a également requis, on va dire, 3 ans de prison ferme et une amende de 900 000 francs CFA contre Nina Pascal Tondé, le supposé, on va dire, émissaire du général Gilbert Diendéré, et chez le témoin Abdraman Zitenga. Le parquet a requis également 11 ans de prison ferme contre Yamba Elise Ilboudo. On veut parler du chauffeur présumé du commando du 15 octobre. Le parquet a également, on va dire, requis l'acquittement pour Thibaut Ouedraogo, Diakalia Démé et Albert Belem Lilga pour infraction non constituée. Ils sont poursuivis, on le rappelle,
pour avoir désarmé la FIMAT, cette force de police-là, considérée comme proche de Thomas Sankara, le 15 octobre 1987. Et le parquet a requis, on va dire aussi, l'acquittement pour Alidou Diebré et Amado Kafando, on va dire les médecins auteurs supposés des certificats de décès de Thomas Sankara et d'autres de ses camarades. Selon le procureur militaire, l'action publique est prescrite. Donc le parquet, comme je le disais, a requis 20 ans de prison ferme contre Gilbert Diendéré. Et il demande la même peine contre, on va dire, Bossobé Traoré, considéré comme top présumé de la sécurité de Thomas Sankara. Et Nabon Swende, Ouedraogo et Idrissa Saladogo, qui sont, on va dire, les membres supposés du commando du 15 octobre. Le parquet a requis, je le disais, 30 ans ferme pour ce qui est de Blaise Compaoré et Yassette Kafando, absent, je le précise, à ce procès-là. Et pour achever, 11 ans pour Jean-Pierre Palme. Pour ce qui est de Blaise Compaoré et Yassette Kafando, on n'oublie pas, je l'ai dit, ils sont absents pour ce procès-là et c'est 30 ans qui sont requis pour eux. C'est des choses en tout cas qui sont des détails assez intéressants pour la suite, on va dire, du procès. Et qu'à cela ne tienne, on se dit que ce sont en tout cas des peines, pour le moins, qui tiennent la route sur le plan du droit, qui tiennent la route sur le plan de la justice. On attendra de voir ce qu'il en sera concrètement, en tout cas en termes de verdict. Qu'à cela ne tienne, cela nous conforte pour dire que le procès en tout cas va dans le sens qui est l'objectif premier, qui est de permettre que la justice soit. Donc si tant que cela est, je pense que les familles des personnes qui sont concernées par surtout ce dossier, cette affaire-là, pourront faire véritablement leur deuil. Nous sommes à la phase de réquisition, comme je l'ai dit, en attendant de voir ce qu'il en sera pour la suite. S'il y a possibilité, et c'est une interrogation que je pose, et ça doit sans doute intéresser, on va dire, les juristes et autres qui sont en tout cas concernés par la question. En la matière, faudrait-il que l'on revoie les liens de coopération en matière d'extradition avec la Côte d'Ivoire, où se trouve, on va dire, Blaise Compaoré? Si oui, et qu'il y a des accords, en tout cas sur le plan juridique, qui nous permettent d'aller dans ce sens, je pense qu'il faudra en tout cas fouiner, pour que ce soit une... je ne sais pas, un moyen de pression. Parce que je sais que ce n'est pas moi seul ni toi, beaucoup de Burkinabés se demandent, c'est vrai, vous êtes en train de faire le procès, de faire des réquisitions, même si le verdict tombe et que voilà, Blaise Compaoré ou Yassette Kafando sont condamnés finalement à tel ou tel... sont condamnés. Comment on fait justement, parce qu'ils ne sont pas là, comment on fait pour qu'ils arrivent, pour pouvoir justement, pour qu'on puisse leur appliquer leur peine? Comment ils font justement? C'est ça aussi. Une chose est justement donc de finir le procès, de sortir les peines, mais comment on fait pour l'application si on n'a pas donc ces coupables là ici? Bon, c'est ce que j'ai dit. Donc là-dessus, il faudra voir quelles sont justement les pistes en termes de démarche juridique. Parce que là, nous sommes dans la matière juridique, nous sommes dans la justice. Il ne faudrait pas que l'on utilise des voies en tout cas qui sont considérées comme illégales. Donc ça, c'est une piste. La question de coopération en matière d'extradition, il faudrait que l'on puisse revoir cette piste-là. Et toute autre piste qui pourrait justement faciliter, on va dire, à la justice de pouvoir mettre la main sur les principaux concernés. Autre chose, et toujours en lien avec cela, eux sont considérés absents. Ce sont ceux, par exemple, qui sont présents et qu'il est requis un certain nombre, on va dire, de peines. Je pense que d'une façon générale, et comme je l'ai dit, ce sont des peines qui vont dans le sens de ce qui va permettre qu'on soit dans une sorte de justice qui permette surtout aux familles de peut-être, on va dire, faire leur deuil, voilà, et avoir justement le cœur dans la sérénité. Voilà. Mais le plus important, à travers ces peines-là, il faudrait que ce procès-là donne plus de leçons.
des leçons au plan juridique, des leçons au plan social et bien d'autres. Et je pense que la justice devra prendre ça en compte pour ce qui est en tout cas du verdict final. En tout cas, on attendra de voir ce qu'il en sera. On suit toujours de près ce procès. D'accord. Qui est suspendu pour le moment, non? Le procès est suspendu et se poursuivra. D'accord. Alors Rachid, autre chose, là on s'intéresse, disons, on va dire quoi, à cette note du président, le nouveau président du Faso qui dit aux anciens ministres de ramener ce qui est à l'État. C'est bien cela. On a reçu, on va dire, la note hier, si je ne m'abuse, relativement à cette décision du chef de l'État, qui sont, on va dire, les membres de l'ancien gouvernement, le gouvernement de Lassina Zerbo, de justement, on va dire, restituer les véhicules de fonction en leur possession, et également tout ce qui est matériel de l'État qui leur était affecté. Voilà. Et naturellement, pour achever de quitter les résidences, on va dire, ministérielles. Voilà. Je pense que même si la décision n'avait pas été prise, ou du moins c'est dite, si il y a un nouveau gouvernement mis en place, qui n'est pas qui ne va pas se composer des membres de l'ancien gouvernement, et que l'on doit sans doute loger ces nouveaux membres-là, probablement que cela pourrait nécessiter que ces nouveaux membres-là habitent dans ces villas ministérielles ou ces résidences ministérielles-là. Qu'à cela ne tienne, on pourrait dire que c'est une information, certes, mais dans la logique des choses, s'ils ne sont plus ministres, forcément, le bon sens voudrait que tout ce qui leur a été donné comme matériel et autres, comme bien, au nom de l'État, doit revenir à l'État. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas véritablement de débat. Voilà. Sauf si, comme je l'ai dit, voilà, sauf si, bien sûr, comme je l'ai dit, si probablement le gouvernement qui viendra pour assurer la transition, le gouvernement de transition a en son sein des anciens membres de l'ex-gouvernement qui y sont, et qu'il est prévu. Je dis bien qu'il est prévu parce que je ne sais pas ce qui est, on va dire, dans la tête du MPSR. Est-ce que les membres du gouvernement de la transition seront dans leur propre maison, donc dans les résidences privées ou dans les résidences ministérielles? On attend de voir. Voilà. Et donc, si les membres de l'ancien gouvernement reviennent dans le gouvernement de transition et qu'ils doivent être logés dans les villas ministérielles, ce sera le cas. Il faut attendre de voir si vous êtes rappelé, si on vous redonne les mêmes commodités et autres. Franchement, la chanson de Sana Bob en dit long sur vraiment ce nam-là. Sa nam, ça veut dire que le nam du blanc, là, oui. La chefferie du blanc, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes dans les commodités nécessaires, vous êtes dans le fait, comme on le dit, dans tout ce qui est frais. Et dès que, clac, vous partez, vous abandonnez tout ça et vous retournez à votre vie. Mais cela ne s'applique pas à l'État que pour, on va dire, ceux qui sont commis à la tâche de ministre ou autre. Ça s'applique à tout le monde, même nous. Si à Abzeta, Savane Media confie un ordinateur, une voiture de service et autres, quand elle va finir son contrat avec justement Savane, elle ne va pas rentrer à la maison avec. Sauf si la maison décide justement de faire un don. D'accord. On a compris, ça s'applique pour tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Là, peut-être où les gens font débat et que véritablement ça peut-être ça n'a pas raison d'être. On se dit que même si les membres du gouvernement devaient justement remettre ces biens-là, est-ce que actuellement le fait qu'ils ne soient plus véritablement en fonction, est-ce qu'ils ne se permettaient pas certaines largesses? Est-ce que certains ne circulaient pas toujours avec les véhicules? Oui, voilà, etc., etc. Bon, je me dis que même ça n'a pas raison de faire débat. Voilà, la décision est prise, c'est clair. Et je pense je pense qu'ils vont s'aligner dans ce sens. Voilà. D'accord. Ensuite, pour terminer, nous allons parler de ce triste événement. Un affrontement de population a eu lieu, c'est à Piela, dans la province donc de la Nyanya.
Tout à fait. On va dire encore la région de l'Est qui nous parle de problèmes de chefferie parce que ce qu'on a comme retour, comme information, même si ce n'est pas encore clair, c'est un peu en lien avec cela. On a appris que hier, du côté de Piela, c'est dans la province de la Yaya, région de l'Est, il y a eu un affrontement de population, des partisans des deux chefs qui sont justement dans la localité. Et ce qu'on a comme information, en tout cas en termes de retour, c'est que l'affrontement a occasionné des morts et des blessés. Les blessés, il y en a qui sont dans des cas critiques, qui ont dû être évacués du côté de Fada pour des soins appropriés. On apprend également que les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur place pour permettre le retour au calme. Mais jusqu'à présent, les mobiles en lien avec cet affrontement ne sont pas encore précis. D'aucuns, pour parler de certaines sources locales, disent que c'est un affrontement que l'on voyait venir. On ne savait pas seulement quand ça allait justement advenir et surtout atteindre ce degré-là. Parce qu'il y a des sources qui parlent de 5 morts, d'autres vont jusqu'à 7 et plusieurs blessés. Voilà, je pense que qu'à cela ne tienne, c'est un incident véritablement dommageable. Tant que cela est lié à des questions de chefferie. C'est vrai que c'est une question sensible, il faut le dire. Si tant que cela est lié à des questions de chefferie et que ce n'est pas la voie du dialogue que l'on utilise, mais plutôt cette voie-là, je pense que ce n'est guère en tout cas relisant pour déjà, on va dire, des zones déjà en proie à l'insécurité notoire. Et si entre nous-mêmes on doit après s'entrechoquer, je ne pense pas que ça va nous aider justement à nous construire. Quoi qu'il en soit, je pense que chacune doit savoir raison garder et prendre la voie qui va nous permettre justement d'avoir le juste milieu pour tous. Parce que n'oublions pas que ce qu'on a comme partage, c'est la terre, qui est le Burkina Faso. Si nous sommes dans la Yaya nous appartient à toutes et à tous. Et nous devons faire en sorte que ce qui est justement cette terre-là, elle soit préservée. Si c'est nous-mêmes qui devons verser notre sang pour par moment des questions en lien avec le pouvoir, je pense que, alors qu'il peut y avoir d'autres alternatives, je pense que on doit dépasser cela. Voilà. En tout cas, qu'à cela ne tienne, on attend de voir ce qu'il en sera en termes de précision, puisque nous sommes là-dessus pour avoir plus de précision en termes d'information. Merci Rachid, vivement l'apaisement. Tout à fait, vivement l'apaisement Abzeta. Merci à toi. Merci et belle perspective d'émission. Merci, je t'invite à voyager avec nous puisque nous allons découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. La société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Cette émission et comme annoncé, nos invités sont bien installés. Sur ce plateau, nous recevons des membres de la Ligue nationale des arabophones du Burkina. Nous allons parler de l'enseignement arabe au Burkina Faso, mais nous parlerons également des difficultés rencontrées dans l'enseignement. On y va pour la virgule et on revient pour la suite. Et dans la rubrique invité du jour, nous sommes avec Dr Oumarou Ganame. Il est le président de la Ligue nationale des arabophones du Burkina. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Également sur ce plateau, Dr Abdoulaye Koté. Il est le vice-président de la même structure, donc la LINAB, la Ligue nationale des arabophones du Burkina. Docteur Koté, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau pour parler de la LINAB, mais également des difficultés que vous rencontrez dans l'enseignement de l'arabe au Burkina Faso. Pour commencer, monsieur Ganame, docteur Ganame, est-ce que vous pouvez plus nous présenter la LINAB? Brièvement, la LINAB, c'est la Ligue nationale des arabophones du Burkina Faso, créée en 2015, en novembre 2015. Suite à des rencontres, à des forums, à des initiatives aussi prises par-ci par-là par les différentes composantes des arabophones sortis des différentes universités des pays arabes. Et ceux qui sont aussi les sortants des universités locaux, parce qu'il y a pas moins de 4 universités privées arabes au Burkina Faso. Donc tous ces sortants-là ont vu vraiment la nécessité de pouvoir vraiment se joindre les uns les autres et créer ce qu'on appelle une ligue nationale qui pourra quand même être un socle sur laquelle ils peuvent chaque fois se retrouver et puis discuter de leur sort. Docteur Koté, oui. Quel est l'objectif que vous avez en vous mettant en ligue? La Ligue nationale est créée pour le but, comme vous avez déjà signalé dans votre premier mot, introduction bien sûr, c'est, vous voyez, les arabophones ou bien l'enseignement de la langue arabe au Burkina occupe une grande place. C'est-à-dire, même si on va prendre le pourcentage des écoles privées, on va trouver qu'au moins les écoles franco-arabes dépassent les 50% si je ne me trompe pas. Ah oui. Donc, si on veut un développement réel pour le Burkina, bien sûr, on ne doit pas mettre tous ces gens-là à côté. C'est ça qui nous a poussé à créer bien sûr la Ligue nationale pour qu'on se retrouve de temps en temps pour mettre les points essentiels sur la table à débattre. Bien sûr. Docteur Ganame, en général, comment se porte l'univers de l'enseignement de l'arabe au Burkina Faso? Bon, c'est difficile de dire que ça se porte bien. Parce que c'est des efforts conjugués depuis les années, depuis avant l'indépendance. Parce que c'est des écoles évoluées, des écoles traditionnelles talibées que vous connaissez. Ce sont les premiers enseignants de talibé qui sont allés dans les pays arabes et qui ont coopté, c'est-à-dire ils ont copié ce qu'il y a comme enseignement moderne en arabe dans ces pays arabes-là. N'oubliez pas que dans les années 56-57, c'était la création des écoles franco-arabes au Burkina Faso pour la première fois, à Nouna, à Bobo, à Ouaga. Donc c'est à partir de ces écoles-là maintenant que sont évoluées les autres écoles franco-arabes, qui sont des initiations privées et populaires, que les uns les autres ont vu l'obligation vraiment d'enseigner leurs enfants des disciplines en arabe et en français, leur permettant de pouvoir quand même s'insérer dans la société et pouvoir aussi s'acquitter de leurs devoirs religieux comme convenu. Mais à la base, comme vous l'avez dit, on n'avait pas des écoles franco-arabes. On avait à la base des écoles coraniques notamment, oui, vraiment où c'était justement l'enseignement de la religion musulmane. Mais ce qui est reproché aussi à ces écoles coraniques, là, souvent, il faut le dire, c'est le fait que ces maîtres d'école coranique tendaient à peut-être maltraiter des enfants qu'on leur confiait ou à envoyer ces enfants à la mendicité. C'est pour quand même pouvoir évoluer de ces systèmes-là, c'est-à-dire faire évoluer le même système, ou changer, ou apporter vraiment ce qu'on peut appeler une sorte
du développement au niveau du premier système qu'on a créé les écoles franco-arabes, qui est le même système un peu international que les Arabes même ont adopté à partir des écoles classiques internationales, tout en maintenant la langue arabe comme langue de base, langue de dispensation des cours. Donc c'était comme ça que les premiers ont eu l'initiative de créer les écoles franco-arabes un peu partout, comme je viens de citer. Donc c'est à partir de ce moment que ces sortants aussi sont allés dans les pays arabes, un peu dans les différentes disciplines aussi, et ils sont revenus. Ils ont continué à créer ces mêmes écoles-là, tout en se basant sur ses propres moyens, ou bien se basant sur des bienfaiteurs, ou bien se basant sur quelques donateurs des pays arabes. Et ça a été toujours, comme vous le voyez, une chose qui est toujours privée, c'est-à-dire un travail populaire qui n'est pas vraiment sous le contrôle du gouvernement depuis les années 60 à aujourd'hui. Sauf que vraiment, tout récemment, dans les 20 dernières années, il y a eu vraiment une évolution positive concernant aussi la reconnaissance de l'arabe comme une des langues de discipline de l'enseignement et la reconnaissance aussi de quelques diplômes, pas tous les diplômes. Nous en parlerons ultérieurement. Voilà. Alors, docteur Côté, oui. C'est vrai que quand on parle des écoles franco-arabes, c'est vraiment l'évolution. Mais je souhaite quand même qu'on revienne à l'école coranique. Parce qu'il y a des préjugés, c'est bien aussi quand même d'éclairer les gens. Quel est le bon enseignement? Qu'est-ce qui est recommandé quand on a une école coranique et qu'on a des élèves? Ce qui est recommandé. Parce que c'est bien aussi de donner l'information pour que les gens ne voient pas tout de suite les mendiants. Oui, effectivement. Ça, c'est une très bonne question. Parce que l'évolution dans les écoles, comment évoluer les écoles coraniques, c'est ça la question? C'est ça. Bon, c'est un encadrement. Si on parle d'un encadrement, on ne va pas laisser la chose dans la main de ce qu'on les nomme les maîtres coraniques là. Bon, c'est des fils de Burkina Faso qui sont gardés là-bas. Donc c'est pas son problème, c'est pas son charge. Donc c'est les charges de tout le monde, de l'État je veux dire. Donc ils peuvent être encadrés par un système imposé. Par un système imposé. Personne n'est contre d'enseignement, d'apprendre le Coran. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de leur soi, de leur religion imposée. Mais quand même, ça ne doit pas être aussi dans la main des individus. Bon, il y a manque de moyens, manque d'infrastructures. Ils imposent leurs règles. Il faut que l'État, ou bien les ministères concernés, fait des études, fait sortir des règles imposées. On n'est pas contre, mais quand même, il faut au minimum ça pour que vous pouvez garder les enfants pour un bout de temps pour apprendre le Coran et autres. Ou sinon faire participer plus les parents. Au moins si les parents aussi participaient plus, ou ne laissez pas la charge au maître coranique. Je pense que c'est ce que le docteur a signé tout de suite. Je pense que c'est les écoles franco-arabes là, c'est une évolution indirecte de ces écoles là. Donc maintenant, moi mon problème avec notre situation, bien sûr, c'est comment l'État par exemple peut donner des autorisations pour ouvrir les écoles franco-arabes, pour avoir un temps de nombre au Burkina Faso, et par contre, il n'y a pas un suivi. C'est-à-dire, on t'autorise d'apprendre, d'ouvrir, après, ce n'est pas notre problème, et le diplôme n'est pas reconnu. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à détailler avec le temps, Inch'Allah, on va tout ouvrir. Alors, venons-en maintenant à l'école franco-arabe, qui est maintenant l'actualité, qui a évolué, parce qu'aujourd'hui, on parle, dans ces écoles-là, on enseigne le français, on enseigne l'arabe, et puis on enseigne bien sûr la religion musulmane dans ces écoles franco-arabes. Quelles sont les difficultés que rencontrent ces écoles, Dr Ganame? Les difficultés rencontrées dans ces écoles sont multiples. Il y a des difficultés liées au financement, il y a des difficultés liées à l'administration, il y a des difficultés aussi du côté de l'appui pédagogique qui manque. Donc il y a tant de difficultés qu'on ne peut pas vraiment vous les renommer ici, parce que chaque école a une spécificité, parce qu'il y a la diversité aussi des curricula. Par exemple, il y a quelqu'un qui parle copier, c'est pas le même programme qui est là. Dans les écoles. Bon, un sortant de l'Arabie Saoudite par exemple, il copie le curricula de l'Arabie Saoudite. Un sortant de l'Égypte, un sortant
ainsi de suite. De la Turquie. Voilà, donc c'était au gouvernement un devoir de pouvoir réunir ces gens-là et puis imposer un programme, ce qui est en vigueur actuellement. Il y a un programme dont on était tous les deux membres aussi de l'élaboration de ces curricula et en même temps l'élaboration des manuels scolaires en arabe. Nous avons tout fait ça. Donc il reste maintenant à imposer ça à un niveau national. Quitte à ce que ces écoles-là puissent vraiment être tous sur le même schéma et qu'on puisse aussi évaluer et valoriser les sortants. Parce qu'en fait, si jusque-là on ne reconnaît pas nos diplômes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui louche là. Ce n'est pas du tout vraiment absorbé, qu'on puisse depuis plus de 50 à 60 ans être une couche donnée. Et on se donne au fond de nous-mêmes. Nos parents ont investi, tout le monde a investi. Il n'y a pas un accompagnement digne de son nom. Et jusque-là aussi, ceux qui viennent par leurs propres efforts, ils sortent des pays par leurs propres efforts. Vraiment, ils battent les records. Ils arrivent avec vraiment des qualifications. Il y en a qui sont polyglottes, il y en a qui sont bilingues, il y en a qui sont cela, mais on dit que leur diplôme de base n'est pas reconnu. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait, sur vos deux diplômes que vous avez eu ici, le CP, le BPC arabe du Burkina Faso, tout ce que vous avez fait sur ces deux diplômes-là, tout ce qui est joint, n'est pas pris en considération. Vous partez en Allemagne, vous partez en France, vous partez ailleurs, vous faites des multiples diplômes, on ne les reconnaît pas. Donc nous avons revenez au Burkina Faso. Vous revenez au Burkina Faso, donc vous recommencez à zéro. Donc vous recommencez à circuler avec les bicyclettes et puis commencer à ramasser le sable et puis je ne sais pas. Commencer vraiment à se réadapter à la vie d'un citoyen lambda. Vous voyez le problème. C'est difficile. Docteur Côté, vous l'avez dit tout à l'heure, déjà des écoles, on vous donne des autorisations pour ouvrir des écoles franco-arabes. Ensuite, pour l'enseignement même, vous n'avez pas le même programme, le même curricula d'enseignement. Et vous finissez de former vos élèves et c'est difficile pour ces élèves-là de trouver de l'emploi. Oui. C'est ça mon problème, exactement. Si on sait qu'on ne peut pas les prendre en compte, c'est pas la peine de donner des autorisations. Une fois il y a une autorisation, on doit au moins, peut-être ils auront besoin de formations particulières pour pouvoir s'insérer dans la fonction publique ou bien dans n'importe quel secteur. Et ce que je veux dire, bon, c'est vrai, l'État a fait son mieux, ou bien nous sommes en train d'aller vers là où on doit être. Oui. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, au niveau des concours directs, il y a eu un concours qui a été lancé pour recruter des enseignants. Les enseignants du moins en arabe. Oui, bilingues. Des enseignants bilingues, justement, arabe, français. Est-ce que ça aussi, quand même, c'est pas à saluer? C'est dû à des efforts consentis depuis, je vous dis, plus de 20 ans. Parce que quand même j'étais au Niger en 2012, en 2004, 2002-2004, depuis pendant, c'est un peu une période de, moins de 20 ans, moins de 20, 18 ans. Donc on a été interpellé à venir assister à des colloques nationaux sur les problématiques de l'employabilité des arabophones au Burkina Faso. Donc c'est depuis ce temps-là que les uns et les autres ont commencé à pencher sur l'avenir des arabophones. Ils ont commencé aussi à mettre en place un petit programme initial sur lequel, c'est-à-dire un schéma sur lequel les uns et les autres pourront débattre. Donc nous avons été dans des ateliers et ça a commencé ainsi. Ils nous ont posé des questions. Est-ce que vous avez quelques essais comme ça de manière scolaire en arabe? Nous avons présenté ce que nous avons fait et on a commencé aussi à élaborer le premier manuel en arabe, c'est-à-dire traduire ce qu'il y a comme rubrique et sujet de lire au Burkina et donner les mêmes images, les mêmes aperçus, les mêmes représentativités aussi de ce qu'il y a comme mots, comme programme scolaire, et qui représente aussi, c'est-à-dire il faut que ça soit aussi conforme à l'environnement dont vit l'élève. Parce qu'en fait, il y a un travail qui a été déjà fait. Le curricula est là, les livres sont là, du premier jusqu'au secondaire. C'est la mise en œuvre
qui fait un peu du retard, quoi. C'est la mise en œuvre qui est un peu lente. Et sinon, il y a des écoles qui doivent être construites. Des écoles qui doivent être construites de l'État, quoi. Des écoles franco-arabes qui doivent être construites sous l'égide du ministère de l'enseignement de base. Et peut-être ça va évoluer jusqu'à l'enseignement secondaire, ainsi de suite. Et il y a un mois de cela, bon, peut-être les 2 semaines passées, je vois que sur la liste, quelques-uns ont été recrutés pour être des enseignants dans ces lycées de l'État, quoi. C'est des lycées préfa. Donc c'est un programme d'appui à l'enseignement bilingue qui est là installé depuis pas moins de 15 ans, qui sont là pour former les enseignants, pour les réadapter, pour aussi en même temps aider ce qu'on avait commencé comme élaboration et programmation de l'enseignement arabe aussi, et l'intégration de l'arabe dans les lycées de l'État, pas tous les lycées, c'est un choix, comme que l'arabe soit une langue de choix aussi. Bon, ça fait partie des politiques déjà qu'ils ont commencé à adopter, mais jusque-là, bon, on ne voit pas. L'envergure n'est pas grande jusque-là, mais c'est le début. Mais nous, vraiment, nous encourageons à ce qu'on puisse continuer dans cet élan, parce que ça pourra résoudre radicalement le problème. C'est-à-dire, si une fois nous avons des écoles qui sont modèles, donc c'est aux élèves maintenant d'aller dans ces écoles-là, parce qu'on sera bilingue. De la façon on apprend l'arabe, puisque l'arabe a une couverture de 49% et le français à 51%. Donc il devient bilingue, il n'a pas le problème de s'exprimer en français comme en arabe aussi. Nous aurons des cadres qui pourront quand même remplir les tâches diplomatiques, des tâches aussi, pourquoi pas sécuritaires, beaucoup de tâches qui sont là, qui les attendent, mais qui jusque-là la porte est fermée. Vous voyez. Docteur Côté, oui. C'est assez de difficultés, mais j'ai envie de vous demander très souvent quels sont les débouchés pour vos élèves, les élèves que vous formez dans les lycées franco-arabes. Dans les privés. Vous savez, dans les privés, par exemple, après la formation. Ils font quoi? Vous savez qu'on a, dans l'enseignement arabe au Burkina Faso, à mon niveau, moi je vois qu'on avait un niveau 1, on a dépassé ça un peu, ce que vous avez dit, les écoles coraniques qui sont passées maintenant et on a franco-arabe classique. Okay. Là, ça aussi c'est avec ses critères et ses problèmes. Et on a l'enseignement de la langue arabe au Burkina actuel. Okay. Donc, on a 3 étapes. Première étape, plein de difficultés, de A à Z. Deuxième étape, il y a un problème. Ils sont formés bien en arabe. Mais non pas les Français. Et non pas les Français. Il revient dans son pays, il est étranger. Simple communication pour ses besoins, il ne paie même pas. Donc, l'État va faire quoi? Burkina va faire quoi? Burkina, ils n'ont pas les imams. Mais à nos jours là, ce qu'on dit le franco-arabe, c'est franco-arabe réel. C'est-à-dire beaucoup des écoles franco-arabes actuellement appliquent le programme national plus l'enseignement arabe. Okay. Là maintenant, la porte est ouverte. Ben, dans nos jours, il y a plein de diplômés qui sont sortis de ces écoles-là. Qui ont fait le CEP, français. Moi-même depuis, on a CEP. Le CEP classique. Vous avez composé avec les mêmes élèves de l'école de CEP classique. Oui. Ok. Ben, vous avez le même. Nous, on n'avait pas trop des idées. C'est vrai que nous-mêmes, nous sommes, comment dirais-je, Dahiya. Nous sommes des victimes parce qu'on ne comprenait pas, on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, pourquoi nous, on se bat là? Ce n'est pas pour nous. Moi, j'ai 40 ans, 40 et quelques, docteur est plus que moi. On ne cherche pas quelque chose, mais quand même, on cherche à imposer, à mettre quelque chose à l'évidence pour nos enfants. Pour nos enfants. Et au moins, c'est sensibiliser même l'État pour qu'il nous regarde un peu. Parce que le monde a changé. Parce que si on prend par exemple le pays voisin, Niger, Mali, Sénégal, on a des collègues, et puis nous sommes tous des pays africains. On ne parle pas de l'islam, on ne cherche pas que le Burkina soit un pays musulman, non, c'est pas ça, mais quand même, les arabophones aussi, on leur a joué, surtout aujourd'hui. Et moi, je dis,
de A à Z, de tout ce que vous pensez là, un arabophone peut être à côté et peut contribuer. Et il a beaucoup de choses à donner. Alors, surtout à nos jours. Docteur Ganame, des gens qui ont été formés, qui ont certainement les compétences d'être interprètes, d'être médecins, qui ont les compétences pratiques, mais le problème c'est que leur diplôme n'est pas reconnu. Mais sinon la personne a les compétences. Pourquoi? C'est quand même aussi, ce n'est pas intéressant de ne pas profiter de cette personne. On ne vous dira pas que c'est frustrant, mais c'est quand même quelque chose à revoir. Parce qu'on peut aussi avoir un ici en prenant quelques décrets à notre faveur, même si ça doit être temporairement pour une période donnée. Et là maintenant, les sortants qui viendront dans les années à venir, maintenant, ils seront vraiment de produits de feedback de ce que le gouvernement a mis comme moyen. Le gouvernement a aussi mis comme méthode d'enseignement et des écoles, des infrastructures, pour vraiment avoir ces enfants qui seront des bilingues et formés aussi sur les curricula que l'État même a mis. Donc je pense que d'ici là, il doit y avoir des mesures temporaires, je ne sais pas. Vous avez foi que ça va s'améliorer. Que ça puisse nous donner aussi un petit souffle. Des camarades qui sont là à l'attente, ils sont égarés, ils sont nombreux dans tous les domaines. Je ne vous dirai pas que dans la diplomatie, nous ne sommes pas comme notre diplomatie dans les pays arabes n'est pas dynamique, comme le Sénégal, comme le Mali, comme le Niger. Notre diplomatie n'est pas dynamique. Est-ce la peine d'aller chercher un Tunisien ou un Marocain ou un Algérien venir traduire pour toi burkinabé? Pourtant, vous avez des cadres burkinabés formés ici, au Burkina, formés en Égypte, formés ailleurs, et qui sont bilingues, qui sont très en français comme en arabe. Vous ne pouvez pas les embaucher. Vous partez embaucher quelqu'un et qui serait plus cher même que ces citoyens burkinabés. Voilà un problème. Je vous dis, dans la sécurité et un peu partout là, pourquoi ne pas employer ces gens-là, vos propres enfants-là, pour qu'ils puissent quand même pouvoir vous mettre à l'abri de quelques années des uns des autres. Si vous avez des papiers, vous avez découvert un papier ou un message donné, quelque chose donné, est-ce qu'au niveau de la sécurité, là, on n'a pas besoin des arabophones pour quand même défendre son pays? Parlons des mairies, parlons un peu partout pour l'égalisation des papiers, là. Ben, ils ne sont pas pris en compte. Mais c'était vous essayez de nous dire qu'ils peuvent justement travailler partout dans l'administration publique. Partout. Et même au niveau, excusez-moi, au niveau de la formation, je ne dis pas au niveau de la formation en défense et tout ça, quand j'étais au Soudan, j'ai vu des Nigériens envoyer leurs éléments venir se former au Soudan. Vous voyez? C'était et ils sont bilingues. Bon, vraiment, de leur formation, ils sont bilingues. Pour le Niger, le problème ne se pose pas parce que déjà, ils ont leur programme qui est bilingue. Si nous, ici, avec le programme actuel de bilingue, là, si nous avons nos sortants, nos enfants doivent être un peu partout, avoir l'expérience de tous les pays, les manières de se défendre et tout. C'est-à-dire, c'est aussi une porte ouverte qui doit être propre aux arabophones. Je n'ai pas besoin, pour ne pas oublier, on parle même vous ici, vous avez besoin des arabophones, vous avez besoin de moi et docteur aussi. Restez même avec vous en tant que titulaire. Parce qu'à nos jours, tout ce que vous parvenez comme quelque chose qui est lié à la langue arabe ou des trucs comme ça, là, il va répondre sans que vous cassez la tête. Bien sûr, ne vous en faites pas, nous on a justement Amadé Soro qui fait très souvent des interviews avec l'ambassade. Donc voilà, en arabe et tout, donc ça veut dire que ça va chez nous. Alors, pour maintenant aborder la dernière partie de cette émission, vous avez fait une conférence de presse, c'était le 3 février dernier, après le coup d'État donc du MPSR et le changement donc de régime. Aujourd'hui, on a des nouvelles autorités donc à la tête du Burkina Faso, et vous avez dit que vous étiez prêt à accompagner justement ces nouvelles autorités dans la défense de la patrie, dans l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette sortie médiatique et à apporter votre soutien au MPSR? Nous tous, en tant que Burkinabés, là, on était à une étape dont chacun était, je ne sais pas, on ne se retrouvait pas, quoi. On ne savait pas où étaient nous. On s'attendait qu'on attaque Ouaga ou qu'on attaque Bobo. Et voilà, dans l'horizon sortent des hommes de terrain, des hommes qui se battaient et qui disent que voilà, on va mettre fin à cette pagaille-là.
nous, on va se prendre en charge et puis on va libérer le Burkina Faso. Tout Burkinabé doit être content et tout Burkinabé doit voir ces gens-là comme libérateurs. C'est pourquoi nous nous sommes joints dire que voilà, nous allons faire notre déclaration, dire que voilà, vos enfants-là, vraiment, vous apprécient. Et ils sont prêts jour et nuit vous accompagner. Comme nous l'avons dit, nos enfants, ils sont prêts à aller à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire, mais jusque-là, comme nous sommes des oublis, on ne peut rien dire. C'est-à-dire, si vous avez votre champ, si tu ne m'invites pas à venir prendre une partie, c'est-à-dire, si tu ne cultiver, je ne peux pas m'imposer en venant dire que voilà, je vais faire par force. Nous proposons, voilà, nous avons proposé ce que nous avons proposé et nous attendons maintenant la réponse de l'autre côté. Vous souhaitez être associé à la gouvernance? Si nous sommes associés, nous aurons notre mot à dire. Ça ne veut pas dire que nous réclamons déjà à être associés, à être ministre ou quoi, mais jusque-là, nous pensons que nous sommes aussi une grande miette, un oubli de l'autre côté. Et si vraiment ils nous ont pris en compte, nous allons aussi leur montrer à quel niveau nous sommes prêts à quand même apporter notre pierre dans l'édification du Burkina nouveau. Docteur Côté, oui. Vous avez dit lors de la conférence de presse que vous invitiez les autorités aussi à collaborer plus avec le monde arabe, donc les pays arabes. Est-ce que vous comptez justement sur ces nouvelles autorités-là pour qu'ils puissent faire le pas, pour qu'il y ait changement au Burkina? Oui, ça c'est une nécessité imposée parce que nous sommes obligés de s'ouvrir. Ça c'est pour acquérir des expériences. Et puis à nos jours, là, bien sûr, comme les sociologues disent, on ne peut pas vivre individuellement. Si on veut réussir, bien sûr, parce qu'il faut beaucoup écouter, il faut collaborer, il faut pardonner, il faut courir. Vous avez posé la question, je vais prendre une petite partie. Pourquoi nous avons déclaré d'autres déclarations-là? Parce qu'on a besoin de la paix, nous, actuellement. Burkina est fatigué. Donc, celui qui s'élève là pour aller chercher la paix, là, on va le suivre. C'est ça notre intention. Si, la sécurité, on a besoin. On ne peut même pas dormir, on ne peut même pas bouger. Quand même, quelqu'un qui vient, qui dit publiquement qu'il il est capable de nous garantir ça, là. On va se taire, non jamais de la vie, on va s'élever. Même si on n'a pas la technique pratique. Donc, collaboration de Burkina, comme d'habitude, Burkina est connu partout. On était à l'extérieur. Si on dit Burkina seulement, on parle de la paix. Si on dit Burkina seulement, on dit il n'y a rien contre Burkina. Donc les hommes intègres. Donc nous sommes aimés. Donc je vois que c'est tout à fait normal qu'on tend la main à qui a besoin de nous. Alors, docteur Ganamé, notre temps tire vers sa fin. On sait que, justement, très souvent, vos élèves, vos étudiants obtiennent des bourses d'études pour aller étudier dans des pays arabophones, parce qu'il y a également aussi des structures arabes qui accompagnent des écoles franco-arabes au Burkina. Donc après, il y a des bourses pour les meilleurs élèves, on voit ça. Et vos élèves partent ensuite, ils finissent la formation. C'est vrai qu'ils reviennent, ce sont les mêmes problèmes pour trouver de l'emploi. C'est peut-être mieux de se lancer souvent dans l'entrepreneuriat. On a vu avec certains exemples ici au Burkina. Maintenant, on va vraiment prendre vos doléances. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous demandez à l'État burkinabé? Ce que nous pouvons demander, c'est l'accompagnement. C'est aussi vraiment voir dans quelle mesure ils pourront quand même nous exploiter d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous avons comme expérience, que ça ne s'évapore pas comme ça dans l'espace, et qu'on puisse aussi mettre en évidence ce que nous avons comme apport pour notre pays. Nous l'aimons tant, vraiment, ceux qui étaient à l'extérieur, là, ils savent à quel niveau nous sommes intègres et à quel niveau aussi nous pensons beaucoup à notre pays. Mais vu que nous ne sommes pas pris en considération, c'est difficile des fois de s'exprimer. On les laisse, on garde, on arrive à avaler, mais c'est difficile d'avaler et continuer à avaler ainsi. Je pense qu'au niveau de nos enfants, vraiment, ils fournissent beaucoup d'efforts. Les enfants, il y en a plein qui ont en même temps le bac arabe et le bac français, le BPC arabe et le BPC français.
ils battent les records, mais malgré tout, vraiment, ce n'est pas facile. C'était mieux qu'on puisse, dès l'enseignement de base, là, avoir une issue favorable, qu'on sorte avec des diplômes reconnus, comme aussi l'État, c'est-à-dire cette étape est franchie par le gouvernement, vraiment nous en remercions. Mais nous leur disons, nous sommes prêts et Inch'Allah, que Dieu aide le Burkina Faso, que Dieu fasse qu'ainsi que nous vivions la paix, que Dieu prenne la main des nouvelles autorités, qu'ils puissent vraiment réaliser ce qu'ils sont venus pour les réaliser, et que nous puissions aussi, nous aussi, un jour, dire qu'au Burkina Faso, nous arrivions à fabriquer telle ou telle chose, que nous sommes atteints cette étape de telle ou telle chose, c'est-à-dire libérer le génie créateur des uns des autres là, et vous allez voir qu'au Burkina Faso, vraiment, il y a des enfants qui sont dignes d'eux-mêmes. Merci bien, notre temps est terminé. Merci à vous, docteur. Merci infiniment, madame. Il faut bien sûr valoriser les compétences et puis voilà, la reconnaissance du diplôme aussi, ça va beaucoup aider ces élèves arabophones. Je rappelle que docteur Ganame Oumarou est président de la Ligue nationale des arabophones du Burkina, en abrégé l'INAB, et nous étions également avec docteur Abdoulaye Koté, qui est le vice-président de la Ligue nationale des arabophones du Burkina, en abrégé l'INAB. C'est ici donc qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et puis bien sûr, nous poursuivons avec l'émission du jour avec ceci. Et aujourd'hui, pour question de droit, nous parlons aujourd'hui de l'avortement autorisé. C'est le thème de ce jour. Et pour nous expliquer ce thème, nous recevons pour vous Maître Abdourahim Sawadgo. Il est greffier en chef de profession et membre de l'association Juristes sans frontières. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, Abzeta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on parle de l'avortement, mais plus donc de l'avortement autorisé pour le thème d'aujourd'hui. Alors, comment on définit l'avortement au Burkina Faso? Alors, en droit, déjà, le législateur n'a pas pris le soin de définir ce que c'est que l'avortement dans les différentes lois, que ce soit le code pénal ou bien d'autres lois. Mais donc, on se réfère plutôt à la définition du domaine médical ou bien plutôt à la définition psychologique et enfin sociologique. Qui définit l'avortement tout simplement comme étant l'interruption volontaire ou pas d'une grossesse à quelque moment que ce soit de son évolution, c'est-à-dire l'interruption de la grossesse avant terme tout simplement. Donc le droit également s'est contenté, quand vous revoyez les reprises de l'OMS et tout ça, ils se sont contentés de reprendre cette définition médicale-là et c'est elle qui tient lieu actuellement. Donc c'est comme ça qu'on va simplement définir l'avortement comme étant l'interruption volontaire ou involontaire d'une grossesse avant terme. Oh, wow. Ça veut dire que quand même on a une précision de taille, parce que tout de suite quand on parle d'avortement, nous on voit le côté volontaire. Ça veut dire qu'ici vous faites une fausse couche involontaire, oui, ça s'appelle l'avortement. Exactement, okay. Exactement. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que la définition médicale nous donne de penser. Et c'est ce que la loi, la définition aussi que la loi retient. C'est ça. Alors, maintenant la grande question, maître, est-ce que l'avortement est-il autorisé au Burkina Faso? Alors, je vais rapidement répondre par oui et par non. D'abord, non parce que tout simplement, vous savez que la vie humaine est sacrée. Et il y a plusieurs textes, tant au niveau international qu'au niveau national, qui ont sacralisé la vie humaine. Quand vous prenez la DUDH, quand vous prenez également au niveau national la Constitution même, qui pose le principe de la sacralité de la vie humaine, en conférant certains droits, les droits les plus fondamentaux à l'être humain. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas ôter la vie à un être humain comme ça impunément. Donc le législateur burkinabé a pris le soin dans le code pénal, dans la dernière révision qui date de 2019, de préciser que toutes les personnes qui vont se porter, qui vont pratiquer l'avortement ou qui vont pratiquer une interruption volontaire de grossesse sont passibles de sanctions. Et ce sont des sanctions qui sont plus ou moins graves. Okay. Voilà. Donc ça c'est la réponse négative. Il y a un autre tempérament, un tempérament qui dit que l'avortement peut être autorisé ou bien l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée selon certaines conditions. L'article 513-13 nous dit qu'il s'agit par exemple des cas où l'évolution même de la grossesse pose
un péril imminent pour la santé de la mère. Donc lorsque la santé de la mère est en risque, on ne veut pas prendre la société ne veut pas prendre ce risque-là de perdre la mère. On préfère perdre l'enfant que de perdre la mère. Donc en ce moment, la loi autorise la mère à recourir à un agent de santé pour donc pratiquer l'avortement. Okay. Ça, c'est tout à fait possible. Le second volet, c'est lorsque l'enfant à naître même présente un risque de maladie, un risque élevé de maladie ou d'infirmité grave qui est pratiquement incurable au moment où on fait le diagnostic. On va revenir un peu en arrière pour parler du VIH-Sida. À l'époque, vous savez que lorsque la maladie est née nouvellement, on ne maîtrisait pas, on ne pouvait pas, une femme enceinte, quand elle accouchait quand elle est atteinte du VIH et qu'elle accouche, forcément l'enfant sera atteint également du VIH, parce qu'il y a ces communications-là à l'interne qui se passent. Je ne suis pas du domaine, mais je sais qu'il y a des communications qui se passent, et donc la mère peut facilement transmettre la maladie à l'enfant. Et dans ce cas-là, c'était possible, bien entendu, de mettre un terme à la grossesse. Mais actuellement, la médecine a évolué, et dès les premières visites, c'est ça, non? Bien sûr. Les premières visites prénatales. Donc, il y a des tests qui sont faits. Si c'est le cas, si la mère est atteinte du VIH, rapidement, on entame une procédure. Hein, c'est ça? Voilà. Donc, en tout cas, il y a la possibilité d'épargner l'enfant et les médecins peuvent accompagner les mamans. Voilà. Maintenant, vous savez que souvent, il y a des malformations que l'enfant présente à l'interne même, et dès que le médecin fait le diagnostic, il arrive à voir cette malformation future là. Et donc, en ce moment, lorsque l'enfant naît, on a estimé que l'enfant sera pratiquement une charge pour la société et que c'est un enfant qui sera... naître n'arrangera même pas l'enfant, à plus forte raison ses parents. Donc en ce moment, on autorise la mère également à faire recours à un médecin pour pratiquer un diagnostic clair et pratiquer également l'avortement. Ça, ce sont les deux premiers cas. L'autre cas que l'article 513-14 précise, ce sont les cas de viol. Vous avez été victime d'un viol et qu'à la suite, il y a une grossesse qui est diagnostiquée, vous avez la possibilité de recourir à l'avortement. Vous avez été également victime d'un acte sexuel incestueux. En ce moment, l'inceste, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, un père entretient des rapports sexuels avec sa fille ou qu'une mère entretient des rapports sexuels avec son fils. Ça peut émetter les gens, mais c'est des cas qui arrivent et malheureusement, on voit ces cas-là souvent dans les juridictions. Et donc, dans ces cas également, il est possible de recourir à l'avortement. Et ce sont ces cas-là qui font foi de l'avortement donc autorisé et légal au Burkina Faso. D'accord. Voilà. Maintenant, quand même, on va s'intéresser aux conditions. Quelles sont peut-être les conditions à réunir pour qu'on puisse vous autoriser à interrompre une grossesse? Alors, il faut dire que le législateur n'entendait pas donc autoriser l'avortement comme ça. Donc, il y a bien entendu des conditions, et des conditions qui sont plus ou moins rigoureuses en fonction de celui-là qui les interprète. D'abord, pour ce qui concerne... Maître, on va vous demander donc de vous rapprocher plus de votre micro. Ok. Donc, pour ce qui concerne d'abord de la santé de la mère qui est en péril, ou bien des risques de maladie ou d'infirmité grave que présente l'enfant à naître, c'est à tout âge de l'évolution, à tout moment de l'évolution de la grossesse, s'il y a un médecin qui fait un diagnostic clair, on peut recourir à l'avortement. Donc dans ces deux cas-là, lorsque, par exemple, l'enfant à naître présente un risque de maladie, un risque élevé de maladie ou d'infirmité grave, qui va se présenter incurable au moment de sa naissance ou au moment où on fait le diagnostic, ou bien lorsqu'il y a un péril imminent pour la santé de la mère, on peut facilement recourir à l'avortement sans délai. Et en ce moment, à tout moment de l'évolution de la grossesse, on peut recourir à l'avortement. Bien entendu, lorsque le médecin fait la preuve et établit également que l'avortement à un certain moment de l'évolution ne va pas présenter un risque pour la mère. Donc en ce moment, on ne pourra pas recourir utilement à l'avortement, puisque le principe ici de l'avortement, c'est de sauver ou de sauvegarder la vie de la mère. Okay. Mais dans les deux autres cas, en cas de viol ou en cas d'inceste, c'est dans les 14 premières semaines de la grossesse, de l'évolution de la grossesse, qu'on peut pratiquer l'interruption volontaire de grossesse ou l'avortement. Passé ce délai-là, ce n'est plus possible.
Voilà, parce qu'on estime que vous avez suffisamment réfléchi. Et si dans les 14 premières semaines, vous n'avez pas pu prendre la décision d'aller vers l'avortement, c'est que... Et puis bon, je ne suis pas du domaine, bien entendu, mais je sais qu'à un certain moment de l'évolution, lorsqu'on pratique l'avortement, il y a un risque élevé pour la mère même. Aussi, en fait. Voilà. Donc, c'est pratiquement ces conditions-là qui sont... Et puis, il faut que le diagnostic soit opéré par un médecin. La loi a voulu que ce soit un médecin et pas un agent de santé quelconque. Donc, il faut que ce soit un médecin, un docteur en médecine, donc, et qui va donc pratiquer le diagnostic et faire donc son analyse et arriver à la conclusion que, au regard de tout ce qu'il a vu comme diagnostic, en faisant le diagnostic, il y a lieu donc de pratiquer l'avortement. Et la décision, l'ultime décision revient à la mère, ou à tout le moins aussi au futur père de l'enfant. Donc, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Si vous voulez avorter, dans les cas que j'ai cités là, c'est bien possible. Si vous voulez, c'est possible. Mais si vous ne voulez pas, vous gardez votre enfant et personne ne pourra vous en vouloir pour cela. C'est votre décision. Mais au moment où peut-être le couple est partagé, ou les deux futurs parents sont partagés, est-ce que quand même on a, je ne sais pas, dans le cas où peut-être toutes les conditions sont réunies, mais la maman souhaite quand même avorter parce que voilà, c'est un enfant honteux pour cette mère, mais par exemple l'autre qui l'a enceinté refuse. Écoutez, si c'est un cas de viol ou d'inceste avéré, bon, si c'est viol déjà. Bon, donc on n'a pas besoin de l'avis du père. Donc c'est la santé de la mère. Parce que eux-mêmes quand même ils sont dans des problèmes s'il y a cas de viol ou cas d'inceste. Donc on n'aura plus besoin d'aller requérir l'avis du père, du futur père. Donc on va juste se contenir à l'avis de la mère pour pratiquer l'avortement. Et l'avortement doit se pratiquer dans un centre de santé. Voilà, pas clandestinement. Parce que vous êtes légalement, vous êtes autorisé à le faire dans ces cas-là. Donc, il faut aller dans un centre de santé et pratiquer votre avortement sans risque. Ou à tout le moins, en tout cas, avec des risques moins élevés. Alors, maître, je souhaite quand même qu'on vous posez cette question-là. Quels sont peut-être les conseils que vous pouvez donner à une fille quand même qui rencontre ces difficultés-là? Parce que les gens ne savent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la loi permet pour certains cas que vous nous avez cités, mais honnêtement, il y a certaines personnes qui ne savent pas. Lorsque vous êtes par exemple victime de viol ou d'inceste, d'un cas incestueux, qu'est-ce que vous devrez faire pour justement vous faire aider si vous souhaitez avorter? Écoutez, la première des choses à faire d'abord, si c'est un cas de viol, c'est de déposer plainte. D'abord. La première des choses à faire, c'est de déposer plainte. Mais bien entendu, si vous avez été victime d'un viol, parce que la preuve du viol aussi pose problème. Donc il faut vous rendre d'abord, immédiatement, dès les premiers instants, dans un centre de santé pour vous faire examiner. Et après examen maintenant, vous pouvez aller déposer votre plainte dans un commissariat, ou bien à la gendarmerie, ou bien tout simplement au parquet. C'est-à-dire au tribunal tout simplement, on va être plus précis comme ça, au tribunal. Donc vous déposez plainte et puis s'il y a des risques élevés ou si vous ne voulez pas de l'enfant, vous pourrez maintenant aller utilement. Donc dans tous les cas, le magistrat qui va vous recevoir ou le greffier qui va vous recevoir va forcément vous conseiller et va vous dire dans quel cas on peut pratiquer l'avortement si vous souhaitez le faire et vous irez utilement vers un médecin ou un centre de santé pour pratiquer l'avortement. Maintenant, si ce sont les cas d'inceste et tout ça, vous pouvez aller soit à l'action sociale, ils pourront utilement vous conseiller, ou bien vous venez au tribunal, vous demandez des conseils, on va utilement vous conseiller. Voilà, on va vous conseiller sans omettre le fait que dans les cas d'inceste aussi, on peut voir, il y a des infractions qui peuvent se greffer à l'intérieur, parce que si c'est un mineur par exemple, il y a forcément des infractions qu'on va en tirer et nous on pourra s'en saisir utilement. Voilà. C'est bien quand même qu'on revienne sur ces conseils parce que on voit ces cas-là et puis malheureusement souvent ces filles se taisent et c'est vraiment dommage. Et après aussi quand vous traînez et que la justice veut prendre sa décision et qu'il n'y a vraiment rien pour prouver, c'est dur. Donc dès que vous vivez cela, la première des choses comme Maître l'a dit, allez-y voir le médecin pour pouvoir quand même avoir des preuves. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que tout de suite vous n'avez pas envie d'exposer votre problème, mais un jour vous pouvez vouloir le faire et puis vous n'avez rien pour prouver. Voilà. Alors,
dans tous les cas, les cas de viol, c'est des actions attitrées. Donc, tant que vous ne déposez pas plainte, le ministère public ne pourra pas s'en saisir utilement pour donc poursuivre. Donc, il est essentiel, donc, comme vous l'avez dit, de se faire examiner d'abord, parce que, quitte à prendre la décision d'aller déposer plainte ou de ne pas déposer plainte, parce que nous savons que nous sommes dans des sociétés où la notion du pardon est hautement d'une haute importance. Donc, forcément, il y a des familles qui se réunissent et qui décident de laisser tomber certaines choses. Mais si vous voulez, en tout cas, vous pouvez déposer plainte et la procédure va suivre son cours. On a parlé d'avortement autorisé, on a vu les conditions, les cas où l'avortement est autorisé. Maintenant, pour ceux qui ne respectent pas justement ces conditions ou qui partent en tout cas vers l'avortement illégal, quelles sont les sanctions? Alors, la loi a voulu faire d'abord la différence entre l'avortement et l'interruption volontaire de grossesse. Bon, ce n'est pas forcément un distinguo qu'il y a à faire parce que la nuance est très mince. De telle sorte que lorsqu'on définit l'avortement, on vous dit que c'est une interruption volontaire de grossesse, volontaire ou involontaire de grossesse. Et lorsqu'on veut définir l'interruption volontaire ou involontaire de grossesse, on vous dit que c'est un avortement. Donc forcément, la nuance est très mince de telle sorte que ça ne se sent pas. Mais la loi dit que lorsqu'il s'agit de l'avortement, toute personne qui se rend coupable d'un cas d'avortement ou d'inciter une femme à avorter, inciter c'est quoi? C'est par vos conseils par exemple, ou bien en vous faisant auteur même, c'est-à-dire c'est vous-même qui partez acheter les produits, qui venez, qui lui donnez les produits et tout ça. Et en ce moment, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans. C'est assez grave, hein? C'est assez grave. D'1 an à 5 ans. Ou bien on prend le cas des hommes qui battent les femmes enceintes et vous la battez jusqu'à ce qu'elle perde son enfant. Vous encourez une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans si vous êtes coupable devant un tribunal. Voilà. Et bien sûr également d'une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA. Donc c'est une sanction qui est assez grave et donc le législateur l'a voulu ainsi pour donner un message fort à ceux qui sont auteurs de victimes ou auteurs de violences envers les femmes enceintes ou envers les femmes tout simplement. Bon, sans être féministe, hein, voilà. Et l'auteur de la grossesse, la mère. La mère est sanctionnée dans le cas de l'interruption volontaire de grossesse. Lorsqu'elle décide, sans être dans les cas limitativement cités par la loi pour les avortements autorisés, lorsqu'elle décide d'interrompre volontairement la grossesse, elle encourt une peine allant de 6 mois à 2 ans et une amende de 250 000 à 1 500 000 francs. Donc ça c'est pour les personnes qui se rendent coupables, par exemple, d'interruption volontaire de grossesse. Et parmi ces personnes-là, nous allons retrouver bien entendu la mère. Lorsque elle-même, elle décide volontairement d'aller pratiquer l'avortement, alors qu'elle n'est pas en droit de le faire, il y a problème. C'est bien, c'est bien qu'on en parle parce qu'il n'y a pas à faire de dire que c'est moi et mon bébé, donc je fais ce que je veux. Sachez que vous pouvez avoir c'est le contraire dans d'autres pays, par exemple, qui ont légalisé purement et simplement l'avortement, parce que j'ai lu quelque part l'un des principes fondamentaux des personnes, c'est le droit de choisir le nombre d'enfants qu'on veut avoir. Donc lorsque vous avez 4 enfants et que vous ne voulez pas avoir un 5e, mais que quand même le 5e est en voie, vous pouvez interrompre la grossesse. Ça se passe sous d'autres cieux. Mais ici, je crois que notre morale est toujours assez élevée pour éviter certains problèmes ou pour éviter certaines aberrations. Je ne dis pas que c'est forcément une aberration de la part des autres pays, mais je dis que le droit burkinabé est bien fait dans cette matière-là en tout cas. Parce qu'il y a d'autres pays comme l'Afrique du Sud en Afrique. Il y a d'autres pays comme aux États-Unis, c'est un peu biaisé, ça dépend des États, parce que vous savez que la loi varie d'un État à un autre aux États-Unis. Donc il y a des pays comme ça qui ont légalisé l'avortement. Il y a Cuba, il y a l'Uruguay qui ont légalisé l'avortement de telle sorte que ça se fait à tout moment. Ça se fait dans tout centre de santé, par tout agent de santé, et ce n'est pas incriminé par la loi. Bon, à la limite, ils ont banalisé la vie humaine. C'est dommage. Voilà. Malheureusement, on va dire quoi? Heureusement, ce n'est pas le cas au Burkina Faso pour le moment. Vraiment, c'est quand il est nécessaire que l'avortement peut être autorisé. Exactement. Nous avons bien retenu. Merci, maître, pour ce cours de droit
sur l'avortement autorisé. Donc le cas bien sûr au Burkina Faso. Maître Abdourahim Sawadgo est membre de Juristes sans frontières, greffier en chef de profession, et il nous parlait de l'avortement autorisé dans la chronique Question de droit aujourd'hui. À un autre mercredi. Merci, Anita. Merci. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer de marquer une petite pause musicale. Alors, la suite de ce clip à l'allée de Greg, ça sera après l'émission Bonjour le Faso, puisque le temps imparti à cette émission est terminé. D'ailleurs, nous avons mordu de quelques minutes. Nous disons merci à la diffusion et merci à toute l'équipe de réalisation. Rendez-vous demain, jeudi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savane TV. Cuss.